And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Azurément Sport, la vraie première émission en direct. Veuillez encore nous excuser pour les problèmes de son la semaine dernière. Ce soir, tout est réuni pour passer une demi-heure de folie avec toujours du basket, du rugby, mais pas de football en raison de la trêve internationale. Un invité de marque va nous rejoindre dans quelques instants, mais avant cela, on refait le week-end avec vous, Maxence Mullier. Et on commence par le hockey sur glace. Nouvelle défaite pour les Aigles de Nice, 3-6. C'était ce vendredi à domicile face à Cergy-Pontoise. Au classement, les Niçois glissent à la 10e place. Prochaine rencontre, c'est ce soir face à Anglet, juste devant eux au classement. Coup d'envoi à 20h à la patinoire Jean-Bouin. En volley, Cannes signe une 4e victoire consécutive à Paris. 3-7-1, les Dragons récupèrent à Nice leur 3e place au classement. Prochain match ce vendredi avec la réception de Poitiers à 20h. Les Niçois justement étaient exempts ce week-end et recevront Tours samedi à 19h. Et en basket, soirée noire pour nos clubs de Pro B, 4e revers de suite pour hier Toulon, toutes compétitions confondues. Défaite ce vendredi à Roanne, 90-73. Les Varois restent 17e au classement. Dans 10 jours aura lieu le match de la peur face à Chartres, lanterne rouge de Pro B. Lourde défaite pour Antibes à Vichy, 93-64, 2e revers d'affilée. Là aussi, les Sharks vont pouvoir se reposer avant la reprise dans 10 jours, également avec la réception d'Aix-Maurienne. En handball, lourde défaite pour Monaco à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, 42-31. Les Monégasques pointent à la 9e place au classement, à un petit point du dernier. Prochain match mardi 26 novembre face à Villeneuve-Loubet. Par contre, le Cavigal-Nice arrache le match nul en toute fin de match à Aix-en-Provence, 34 partout. Les Niçois sont actuellement 7e à 3 points du leader. Prochain match ce samedi avec la réception du Pau Billère Handball. Et ce week-end avait lieu le 7e tour de la Coupe de France de football. Le Canet s'est incliné en toute logique 4-0 à Istres, club d'une division supérieure. C'est la première défaite en match officiel pour les Canetans. Retour en National 3 ce week-end avec le déplacement à Aigues-Mortes dans le Gard. En revanche, ça passe pour la SCAN, victoire 2-0 au Gros-du-Roi. Qualification pour les 64e de finale avec un déplacement à Alès évoluant en National 3. Avant ça, il y aura ce samedi une journée de championnat avec un déplacement au Gol FC, club situé au nord de Lyon. Et juste avant d'accueillir notre invité, nous sommes obligés de parler basket. Azurément Clutch, c'est maintenant, jingle. Three Mike James, c'est parti pour Azurément Clutch. C'est la bombe de ce lundi soir. L'AS Monaco Basket se sépare de son entraîneur Sasa Obradovic. Une décision à la fois surprenante et redoutée, Baptiste Echen. Oui, étonnante parce que les résultats étaient là en ce début de saison. 6 victoires et 4 défaites en Euroleague, 6 victoires et 3 défaites en Betclic Elite. Mais la manière de jouer et l'attitude plaisait de moins en moins à la direction, aux joueurs et aux supporters. Et la défaite logique face au Mans aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Brouillon offensivement et loin défensivement, les stats affichent à la fin du match 4 sur 25 à 3 points et surtout la bataille des rebonds perdus. Les cris et les regards noirs lancés par Sasa Obradovic à ses joueurs n'ont pas arrangé la situation. Alors si l'hypothèse de la grosse fatigue était évoquée avec 4 matchs en une semaine, le départ du coach serbe confirmerait plutôt une fracture entre lui et le reste du club. Exactement, une séparation entre lui et les joueurs bien sûr au niveau de la performance, et les supporters n'ont pas apprécié. Des sifflets sont descendus des tribunes avec même pour certains un souhait de changer de coach. Lors de sa dernière conférence de presse en après-match, on a senti un Sasa Obradovic personnellement touché. I cannot explain. I don't have words to explain. Je ne peux pas expliquer ce qu'il s'est passé. La dernière fois, j'ai parlé de honte. Là, je ne peux plus utiliser ce mot. C'est la première fois depuis que je suis arrivé que les supporters m'ont hué. Je prends cela très personnellement. Je suis très blessé. Est-ce que c'est envers moi ou les autres ? Je ne sais pas. Mais comment pouvez-vous venir dans cette salle pour jouer de cette manière-là ? 47 rebonds pour le Mans. Je n'ai jamais perdu cette bataille. Vous jouez de bons matchs et ensuite vous êtes juste catastrophique. You have good game and then catastrophic game. Et moins de 24 heures après ce match jugé catastrophique, Monaco annonce donc cette éviction dans un communiqué en essayant d'arrondir les angles, Baptiste. Son nom est inscrit à jamais dans la légende du club. Ce sont les mots employés dans ce communiqué, exactement les mêmes qu'il y a 3 ans lors du limogeage de Zvezdan Mitrovic, une position qui reste compréhensible au vu du palmarès bien rempli. Depuis sa deuxième prise de fonction en 2021, Sasa Obradovic affiche un bilan de 72 victoires pour 42 défaites. Il restait quand même sur un back-to-back champion de France
et un Final Four en Euroleague en 2023, un niveau jamais atteint auparavant par la Roca Team. Et certains joueurs l'ont d'ailleurs chaleureusement remercié sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de Mike James hier sur Instagram, le meneur présent sur le rocher depuis 2021 et MVP de la saison dernière en Euroleague, a tenu à lui rendre hommage. Je cite « Coach Sasa Obradovic, dans les mots les plus simples, je veux dire merci. Non seulement d'avoir été l'un de mes entraîneurs préférés, mais aussi en tant que personne. Tu m'as poussé à donner la meilleure version de moi-même, tous les jours, sans même que je m'en rende compte parfois. J'ai apprécié chaque seconde et je sais que ce n'est pas notre dernière rencontre. Merci coach. » Et en attendant, l'intérim sera assuré par son adjoint géorgien Manouchar Markoishvili. Pour le succéder, quelques noms circulent dans la principauté, Baptiste. En premier, l'Italien Sergio Scariolo, ex-coach de l'Espagne et de la Virtus Bologne, ou encore l'Espagnol Xavier Pascual, moins probable car il est toujours sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, mais il a déjà coaché Mike James au Panathinaikos. En attendant, pas le temps de tergiverser pour nos joueurs. Prochain match ce jeudi soir à Gaston-Médecin en Euroleague face à l'Asvel. Coup d'envoi à 19h. Direction un sport que nous n'avons pas encore abordé dans nos émissions. On grimpe sur le vélo, c'est l'heure du ravito. T'es grand aujourd'hui, t'es très grand, allez mon grand. Et nous accueillons notre invité du soir. Comme le col d'Aise, il est de première catégorie. Bonsoir Victor Langelotti. Bonsoir. Alors avant de revenir sur votre saison et votre avenir aussi, Maxence Mullier, vous voulez revenir sur votre parcours et vos accomplissements. Victor, vous êtes né le 7 juin 1995 à Monaco, vous avez 29 ans, vous êtes parmi les 2 seuls cyclistes professionnels monégasques, avec Antoine Berlin que l'on salue. Vous commencez par le football, puis vous chaussez les pointes d'athlétisme pendant 5 ans, avant de monter à vélo en 2009 à l'âge de 14 ans. À partir des catégories juniors, vous commencez à avoir de bons résultats, avec notamment une 8e place sur les championnats de France sur route en 2013, ou encore une 17e place au championnat du monde à Florence, remportée par un certain Mathieu Van Der Poel. Mais c'est dans les catégories espoir avec l'UC Monaco que vont confirmer tout votre talent. En 2017, vous participez au Tour de Val d'Aoste, l'une des courses les plus difficiles du calendrier espoir. Vous terminez sur le podium de la première étape, derrière Pavel Sivakov quand même, avant de remporter la médaille d'argent lors du contre-la-montre des Jeux des petits États d'Europe avec le maillot de la Principauté. Et après cette année riche en résultats, Victor Langelotti est repéré par Burgos BH qui évolue en Pro Team, soit le 2e échelon du cyclisme professionnel. Tout à fait, et c'est avec l'équipe ibérique que vous participez à vos premières courses professionnelles. Et il faut attendre 2022 pour vous voir lever les bras lors de la 8e étape du Tour du Portugal. L'année suivante, vous vous imposez également lors de la 6e étape du Tour de Turquie. Cette année, vous êtes proche de remporter la classique Grand Besançon-Doubs, mais vous êtes battu par un autre azuréen, le Canois Lenny Martinez. Puis le lendemain, vous terminez 6e du Tour du Jura. Ces beaux résultats vous sont récompensés puisque ça vous ouvre de nouvelles portes. Vous signez dans l'une des plus grandes équipes du peloton de ces 15 dernières années. Je parle bien évidemment d'Ineos Grenadiers, un collectif aux 7 Tours de France, 3 Giro et 2 Vuelta. De quoi présager un très beau futur pour 2025. Et on va y revenir dans quelques minutes sur cette signature chez Ineos. Maxence en a parlé au début du papier, vous commencez le vélo à 14 ans, donc en 2009. Il y a eu d'abord cette sorte de déception, de chagrin suite au championnat de France de cross cadet, il me semble, où vous terminez dans les 30 premiers. Ça a vraiment été vécu comme un échec et vous avez de suite tourné la page de l'athlétisme. Oui, c'est ça, j'ai très très mal vécu ce championnat de France de cross. C'était une très grosse déception. J'avais l'habitude, disons, de me battre pour les victoires. Et là, de finir 30e, j'ai très très mal pris ça. Et du coup, j'ai malheureusement arrêté l'athlétisme là-dessus. Et je suis passé directement au vélo. Et est-ce que le départ du Tour de France à Monaco, cette année-là, ça a fait un déclic chez vous, même si on sait, on a aussi votre père qui est président de la Fédération de cyclisme monégasque. C'est un peu tout ça qui a lancé un petit peu cette carrière cycliste. Non, clairement, le Tour de France 2009, pour moi, ça a été vraiment un déclic, un moment important, parce que j'ai pu vivre mon rêve, voir mes coureurs préférés partir de chez moi, de Monaco. Je me rappelle avoir pu accompagner l'équipe Astana sur le podium de présentation du Tour de France. Il y avait notamment Contador et Armstrong dans l'équipe, donc c'était vraiment un rêve de pouvoir être avec eux et de pouvoir voir ce que est réellement le Tour de France de mes propres yeux. Donc ça a été vraiment un moment marquant. Ouais. Lucas, vous avez une question pour Victor ? Ouais, on va revenir un petit peu sur votre saison, donc la dernière du coup à Burgos. Vous finissez quand même 2e, on l'a dit, de la grande classique Besançon-Doubs, derrière Lenny Martinez, devant David Gaudu, sur un final palpitant. Comment ça se passe dans votre tête justement en abordant cette montée finale et cette dernière
et ce final? Alors c'était un final très dur, assez raide, donc c'était une montée de 4 km à peu près je crois. Et en fait je m'attendais pas forcément à être à ce niveau-là, je me suis moi-même surpris. Et en fait tout simplement, disons 1 km de l'arrivée plus ou moins, je pensais que Lenny on le voyait même plus, il était assez loin, il était une vingtaine de secondes. Et je pensais que la victoire lui était offerte quoi. Et du coup j'ai juste produit mon effort en pensant à la seconde place. J'avais que en tête de lâcher le plus vite possible David Gaudu. Et en fait, je suis revenu très rapidement sur Lenny et à la fin, on s'est joué la victoire dans les derniers mètres. Donc j'étais agréablement surpris et même pas tant déçu que ça par la deuxième place parce que je m'attendais pas, disons, à être à ce niveau-là. Donc j'étais très content. Cette saison, vous avez aussi couru donc, le Tour du Pays Basque. Qui a été marqué notamment la 4e étape par une très grosse chute, on rappelle les conséquences, donc notamment de grosses blessures comme Vingegaard, la neutralisation de l'étape. Comment on le vit au sein de la course, ce moment? C'est quand même assez effroyable. Non, c'est pas facile à vivre. Moi je me rappelle très bien être passé dans le même virage où ils ont chuté. Vraiment un moment vraiment très, très dur à vivre. On les voyait par terre sur un pré qui avait près de l'endroit où ils sont tombés. Et ça avait vraiment une scène, disons, de guerre, comme s'il y avait des soldats qui étaient tombés. Donc ça m'avait vraiment fait froid dans le dos. Et dès le début, dès que j'ai vu ça, les premières pensées que j'ai eues, c'est non, mais il faut arrêter la course, là, c'est pas possible, on peut pas continuer dans ces conditions-là. Et voilà, rapidement la course a été neutralisée. Mais c'est vraiment des moments pas faciles à vivre, même ne serait-ce que repartir le lendemain en ayant ça en tête. C'est pas facile, mais malheureusement, les chutes font partie de notre sport et il faut qu'on vive avec. Mais c'est jamais agréable, pardon. Justement, pas de souci, ça va de plus en plus vite avec des performances, on bat tous les records de vitesse à chaque grand tour, etc. Comment vous le vivez, ce changement, cette constante progression avec la nouvelle génération qui arrive? Alors après, oui, il y a aussi ça, la nouvelle génération qui arrive, qui sont très jeunes, très motivés, très performants très tôt. Et du coup, c'est assez difficile parce que justement, les vitesses augmentent aussi de par l'amélioration du matériel. Donc on va toujours plus vite, on prend toujours plus de risques. Les routes sont toujours les mêmes, elles sont toujours, disons, assez étroites. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc il faut se faire sa place, il faut se battre. Et ces batailles pour avoir la meilleure position finissent malheureusement en chute. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais ça fait partie aussi de notre métier, à gérer aussi ces moments de stress pour pouvoir les passer dans les meilleures conditions et performer malgré ces moments de tension. On va y revenir justement sur ce cyclisme un peu à deux vitesses avec des coureurs qui sont largement au-dessus. Vous êtes toujours sur DJFM dans Azurément Sport, on revient juste après ça. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur EDJFM. Justement, on parle de ce cyclisme à deux vitesses. Vous, Victor Langelotti, comment vous voyez le fait que aujourd'hui on a 2-3 coureurs qui raflent tous les grands tours, tous les classiques? Comment on démarre une course en sachant que c'est potentiellement perdu, quoi? On a eu l'exemple aussi avec le tennis où on avait 3 mecs qui raflaient tous les titres. Non, c'est évident que lorsqu'il y a Pogačar, Vingegaard, Remco ou Roglic au départ, on sait que ça va être très, très dur de les battre. Ils ont, disons, quasiment la victoire assurée avant même le départ. Mais malgré tout, faut pas lâcher, il faut quand même continuer à se battre. Et on ne sait jamais, ils peuvent avoir une défaillance ou un moment un peu plus difficile. Ils sont humains. Mais c'est pas facile de se battre face à eux. Et on va revenir aussi un petit peu sur votre passage chez Burgos. Quel est le moment que vous retenez? Il y a eu ces victoires, on en a parlé il y a quelques minutes. Quel est le moment le plus marquant que vous retenez de votre passage chez Burgos? Clairement la Vuelta 2022. Je m'attendais pas du tout à la faire, j'étais pas prévu dans l'effectif. Et en fait, j'avais signé une victoire au Tour du Portugal, ma première victoire professionnelle, une semaine avant. Et du coup, j'ai été appelé en dernière minute par l'équipe pour participer à la Vuelta parce qu'il y avait un des coureurs qui avait été donné positif à la Covid.
Et du coup, je m'attendais pas du tout. Et c'était juste un rêve de pouvoir participer à la Vuelta. Et après, quelques jours après le départ, je crois sur la 5e étape, si je dis pas de bêtises, j'ai pu prendre le maillot de meilleur grimpeur et me battre pour une victoire d'étape. Donc c'était un rêve absolu de pouvoir être à l'avant sur un grand tour et porter un maillot distinctif. Lucas, d'autres questions du coup peut-être sur la relation avec Ineos? Voilà, donc justement, donc après 6 années passées au sein de la formation Burgos, vous passez un peu à la surprise de ce mercato chez Ineos Grenadier. Donc comment elle s'est passée un peu l'approche? Vous pouvez nous expliquer la relation? Non, alors c'est une relation qui date depuis plusieurs mois, disons, de par mes bons résultats déjà autour du Pays Basque, puis comme vous l'avez dit, sur la classique Grand Besançon, sur les classiques françaises. Il y a un intérêt qui a augmenté de la part d'Ineos, qui petit à petit se sont intéressés à moi, à mes performances, à mes données. Donc on a petit à petit une relation comme ça pour apprendre à me connaître. En plus du côté sportif, apprendre même à connaître la personne, l'homme. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement. Et du coup, j'étais ravi de pouvoir signer chez eux, passer un cap énorme avec Burgos, parce qu'ils n'ont plus rien à voir. C'est vraiment une équipe de très très haut niveau, Ineos. Et pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise, parce que quand j'étais plus jeune, donc en catégorie junior et espoir, le Team Sky était vraiment l'équipe dominante. Et pouvoir maintenant faire partie de cette équipe et côtoyer des coureurs comme Geraint Thomas qui ont gagné le Tour de France, c'est juste... incroyable, du coup j'en profite, j'en profiterai. Et donc du coup, avec ce transfert à Ineos, là où à Burgos vous avez grimpé dans l'échelle, dans le lead, vous arrivez à Ineos, World Tour, changement donc de statut. Est-ce que vous l'avez anticipé un petit peu? Oui, non, ça complètement. À Burgos, j'avais plus un rôle de leader, et j'avais déjà 7 années d'expérience avec l'équipe, donc même par rapport aux coureurs, sorte disons de grand frère, d'essayer d'intégrer les jeunes du mieux possible. Là, mon rôle à Ineos va être complètement différent. J'arrive, je suis nouveau, déjà va falloir s'intégrer, et en plus de ça, non, les attentes sont pas du tout les mêmes. J'aurai clairement un rôle d'équipier pour essayer d'accompagner au mieux mes leaders, mais je suis très content de ça. Parfait, merci Victor Langelotti. Alors on a juste quelqu'un qui avait une dernière question pour vous. Salut Victor, écoute, j'ai une question pour toi qui me tient à cœur. Je voulais savoir si, lorsque ta carrière de coureur cycliste professionnel serait terminée, tu serais d'accord pour que nous courions ensemble un marathon, histoire de boucler la boucle sur notre parcours inachevé de coureur à pied. Allez, salut! Alors, je vais expliquer, parce que c'est Antoine Berlin, donc l'autre cycliste professionnel monégasque avec qui on est très, très proches, très amis. Du coup, je comprends mieux le message qu'il m'a envoyé avant l'émission. On profite bien de l'émission. Mais oui, ce sera avec grand plaisir que je participerai avec à un marathon avec Antoine. Ouais. Parfait. C'est parfait pour conclure cette belle interview. Merci Victor Langelotti d'avoir été avec nous, en vous souhaitant un bel avenir sur les routes du monde entier. Et à très bientôt. Merci beaucoup. On retourne sur les prés avec la chronique Ovalie. C'est parti pour Azurément Molle. L'action, lié, jeu, 2.75. Le second bloc de la saison de Pro D2 vient de s'achever et le Stade niçois malheureusement retrouve la dernière place du classement. La faute à une 4e défaite de suite vendredi dernier 26-16 face à Brive. Quentin Barbaza, les Niçois sont tombés sur plus fort. Alors oui Bastien, le constat est clair, Nice et Brive ne boxent pas dans la même catégorie, l'un est un jeune promu, le second est un candidat déclaré au top 14 avec le plus gros budget de la division et un capitaine de renom, Cournelos, ça vous dit peut-être quelque chose, un géant de 2 mètres pesant pas moins de 90 sélections avec l'Angleterre. Donc sur le papier, il n'y a aucune honte à voir les hommes d'Alexandre Compan s'incliner face aux Corésiens, mais c'est plus dans le contenu que Nice m'a paru en dessous et m'a quelque peu inquiété. Pourtant le début de ce bloc était vraiment prometteur avec une victoire à Aurillac, un succès face à Mont-de-Marsan et sous des points de bonus défensifs ramenés d'un peu partout à l'extérieur. Mais contre Brive, les vieux démons sont ressurgis. À l'image du premier essai briviste signé Mathis Ferté, le jeune arrière profite de 5 plaquages manqués par la défense niçoise pour plonger dans l'embut. Pour donner une stat, Nice s'est égaré 27 fois au plaquage, sur un peu plus de 100 tentés. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un tiers, c'est beaucoup trop pour exister au niveau professionnel.
Et des errances défensives déjà symptomatiques cette saison. On se rappelle des essais encaissés face à Colomiers ou Angoulême, des matchs où les Niçois se sont à chaque fois inclinés. L'autre point noir de la soirée, Quentin, c'est la conquête. Les avants ont failli, c'est rare. C'est quelque chose de rare. Alors oui, la touche et la mêlée étaient les points majeurs de satisfaction de ce début de saison à Nice. Malheureusement, vendredi, c'était un jour sans. La première ligne emmenée par l'expérimenté pilier argentin Facundo Rirena a souffert. Sur 9 pénalités concédées en tout dans le match, 6 étaient issus de mêlée pour Nice. L'alignement en touche a lui perdu 7 ballons dans les airs sur les 18 qu'il avait à négocier. Au total, avec 31% de ballons volés depuis le début de la saison, Nice possédait le meilleur contre en touche, un point de défaillance que n'a pas manqué de souligner Alexandre Compan avant la rencontre. Il y a des secteurs sur lesquels, contre des équipes comme ça, nous aujourd'hui on doit être à 100%. On savait que c'était un bel alignement et une belle mêlée. On a bien bossé, on s'est préparé. Maintenant, les adversaires ont le droit d'être aussi bons. Et là, ce soir, jusqu'à preuve du contraire, ils nous ont pris sur ces fondamentaux-là. Il faut juste qu'on soit un peu plus alignés sur les matchs et qu'on arrive que tout soit en ordre de marche et éviter de faire des cadeaux à l'adversaire. Ah, parce que oui, des cadeaux, ça se paye cash contre Brive face à une équipe comme celle-là. Nice en a fait l'amère expérience, mais l'apprentissage passe aussi par là. Et Nice va pouvoir un petit peu souffler, reprise de l'entraînement demain, avant un déplacement dans 10 jours, costaud à Aix-en-Provence. Parlons à présent rugby international. Les Bleus ont signé un exploit face à la Nouvelle-Zélande, 30-29 samedi soir au Stade de France. Une victoire de prestige où deux Toulonnais étaient titulaires, Jean-Baptiste Gros et Gabin Villiers se sont illustrés. Oui, le premier confirme son bon match qu'il avait déjà réalisé face au Japon. Jean-Baptiste Gros a joué 42 minutes à un très haut niveau d'intensité. Efficace en mêlée, il récupère une pénalité face à son vis-à-vis Tyrell O'Max, l'un des meilleurs piliers droits du monde. Précieux au soutien et dans les rucks, il réalise un magnifique 10 sur 10 au plaquage, une copie sans bavure pour celui qui a honoré sa 31e sélection face aux All Blacks. Et 10 sur 10, c'est également la note que j'aurais pu donner à Gabin Villiers si celui-ci n'avait pas manqué sa première mi-temps. L'ailier toulonnais a eu un double visage dans ce match, plutôt habitué d'abord à évoluer sur l'aile gauche. Il a été repositionné à l'opposé et a eu du mal à entrer dans sa rencontre, à l'image de cette montée en pointe plus hasardeuse qui aboutit au premier essai des All Blacks. Il a ensuite été mis à mal par la puissance de son vis-à-vis Caleb Clark, mais c'est en seconde période que l'ailier au casque rouge s'est réveillé, ne manquant plus aucun plaquage, il sauve même les Bleus dans une fin de match où le suspense était vraiment à son comble. Et justement, une fin de partie où Charles Olivon, le capitaine du RCT, est entré et a été auteur d'un grattage salvateur. Enfin, est-ce qu'on peut toucher un dernier mot sur les autres Toulonnais aux quatre coins du globe ? Ah oui, bien sûr, ils étaient 3 en plus des tricolores à être sur le pont. Tout d'abord, on part au Fidji avec Juta Wainikolo qui était une nouvelle fois titulaire lors de la victoire des siens 33-19 face à l'Espagne. Une partie correcte pour l'ailier, même s'il n'a pas marqué, il a délivré une place décisive pour Caleb Muntz, le demi d'ouverture des Fidji. Et enfin, la Squadra Azzurra s'est imposée difficilement face à la Géorgie, 20-17. Menée à la mi-temps 6-17, les Italiens ont profité de l'entrée du talonneur varois Gianmarco Lucchesi pour recoller au score après un essai de pénalité. L'ouvreur Paolo Garbisi a quant à lui inscrit 8 points durant la rencontre, dont l'ultime transformation pour sceller le score. Un week-end rugby chargé donc, et le prochain le sera encore plus. Alors que les Bleus vont affronter l'Argentine, le championnat est de retour. Toulon ouvre la 10e journée de top 14 samedi à Mayol. Les hommes de Pierre Mignoni défient l'équipe en forme du moment, l'Aviron Bayonnais, coup d'envoi à 14h30. Dernière ligne droite de cette émission, Lucas Sanson nous parle sport auto avec le plus grand rendez-vous de cette saison, le rallye du Var. C'est la 9e et dernière épreuve du championnat de France des rallyes asphalte. Le parcours a changé par rapport à l'année dernière avec le retour de la célèbre spéciale au Mont-Faron, 30 ans que le rallye n'y était pas retourné. Pour le sacre, tout est encore possible, il devrait se jouer entre le leader actuel Léo Rossel et le champion en titre Johan Bonato. Avantage pour le premier au championnat avec 12,5 points d'avance. Attention car il y a de gros noms pour la victoire au rallye avec les habitués Eric Camilli, Hugo Mariaillan ou Anthony Fotia. Pour cette manche, d'autres grosses têtes seront présentes, Stéphane Sarrazin, Mathieu Franqueschi, le vice-champion d'Europe, ou encore Laurent Pellier. Et dans le même temps, il me semble qu'un autre championnat se joue. C'est la Stellantis Cup, une coupe réservée à un certain type de voiture, des 208 Rally 4 ou des Opel Corsa Rally 4. Ils sont 5 en lice pour le titre, dont le Lantosquois Valentin Achenzi.
Pour rappel, le vainqueur de cette coupe gagne un ticket pour une saison complète en championnat de France Asphalte en Rallye 2, soit le top de ce qui se fait en termes de voitures. Et pour la petite anecdote, Elliot Delecourt, fils du célèbre champion de rallye François, participe au rallye à domicile à seulement 17 ans. Et on suivra ça de très près jeudi, on vous tient au courant sur notre Instagram. Merci d'avoir suivi cette première vraie émission en direct. On se quitte avec la musique qui n'a pas pu passer la semaine dernière en raison des problèmes techniques. C'est Le Môme avec Un beau rêve. Nous, on se retrouve dès mardi prochain, même heure, même endroit. Allez, ciao ciao. J'ai toujours du mal à trouver la première phrase. J'ai toujours du mal à trouver la première phrase. Faire un album, c'est pas faire un freestyle. Pour changer l'histoire, pas besoin des boules de cristal. Comme dit le poète, poteau, la lumière soigne. Soudé dans la défaite, soudé dans la victoire. Ils m'ont dit fais gaffe à tes rêves, tu pourrais devenir esclave. Depuis j'écris des rimes au rythme de mon extase. La beauté du voyage, c'est le hasard des escales. T'avanceras sur la route pour savoir qui tu es. Tu te prendras des coups et tous tes doutes te feront tituber. Si tu mets pas d'amour, celui des autres sera vite usé. Les échecs, le pire c'est pas d'en vivre mais de s'y habituer. Y a pas de recette miracle, juste des trucs à éviter. Y aura de beaux mirages et de sombres vérités. Sois fier de tes idées, n'écoute pas les jaloux. Rappelle-toi qu'hésiter c'est bien la preuve que t'es pas fou. Sois un beau rêve, sois un rêve qui dure, un rêve qui brise les murs. Sois un beau rêve, aussi beau que la vie, aussi beau que la vie est dure. Le but du jeu c'est transformer l'amertume en douceur. Écrire sa vie sur un morceau de soie. On grandit dans la défaite, on s'élève dans la douleur. On doit apprendre à vivre et à mourir une bonne centaine de fois. V'là quelques rimes en couleur pour ceux qui ont trop pleuré le soir. L'amour éclaire toutes mes pensées je crois. Je vise une joie sincère pas contrefaite. Pour chaque rencontre faite, agir à contre-courant plus qu'à contre-rêve. Vouloir être à la hauteur c'est pas pareil qu'être grand. Si tu veux devenir meilleur, fais-le pour toi, pas pour les gens. À souffler sur des braises, on peut revoir un feu ardent. Tu sais avoir des rêves, c'est aussi avoir du cran. On dit que pour les souhaits les plus purs, parfois le bruit du monde est moins fort que les murmures. Tends l'oreille quand l'univers s'exprime. Regarde, à la base j'avais du mal à trouver la première rime. Qui dure, un rêve